Donc, on va maintenant aborder un autre aspect, une autre particularité d'école de chirurgie avec Guy Valencien qui va nous présenter l'école européenne de chirurgie. Oui, on peut y aller. J'appuie là. Bien. Écoutez, alors l'école européenne de chirurgie est née, comme d'autres écoles, de la demande, notamment de formation en cœlioscopie. Et en 2000, j'ai rencontré le président de l'université Paris-Descartes, mon université, Pierre Domard, professeur de gestion et d'économie, qui n'avait rien à voir avec la médecine, et je l'ai convaincu de nous ouvrir, de nous donner une place, ce qui a été fait à l'UFR des Saints-Pères, où nous avons récupéré une partie du 6e étage et un pavillon du 5e étage. L'école a été créée sous la forme d'une société anonyme, le président de l'université de l'époque considérant que c'était le statut le plus transparent en termes de contrôle par un commissaire aux comptes par rapport à une association 1901 beaucoup plus opaque ou un GIE beaucoup plus compliqué. Les actionnaires en sont essentiellement deux groupes qui possèdent des établissements de soins à vocation chirurgicale, la Mutualité française et puis la Générale de santé, ainsi que quelques généreux donateurs fortunés à qui j'avais demandé un chèque avant de leur retirer la sonde. L'organigramme les bases pédagogiques sont celles de tout centre et de toute école, c'est-à-dire un travail essentiellement en petits groupes pour une interactivité maximale. Sur 12 participants, nous avons 3 enseignants et un haut niveau d'excellence des formateurs. On ne demande pas qu'ils soient universitaires, on demande qu'ils sachent faire et qu'ils sachent dire ce qu'ils font de façon claire. Bien sûr, une forte implication du personnel administratif, car c'est toute une gestion de matériel avec les partenaires industriels, on y reviendra, qui demande une très grande présence et une réactivité importante. Et puis surtout, une écoute des professionnels. Nos cours ne sont pas formatés. C'est en fonction de la demande des professionnels que nous organisons les modules de formation année après année. Donc nous avons un amphithéâtre qui accueille 30 places, on peut monter jusqu'à 40, et puis une autre salle de cours de 25 places, et une petite salle de réunion de 12 places et des bureaux. Et puis les locaux pratiques sont le pavillon Nicolas, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, au 5e étage, qui est divisé en 3 parties. La partie droite est réservée à la cellule robotique, la partie gauche est réservée à la partie simulation, et au milieu, nous avons les tables de dissection où on peut faire de la chirurgie ouverte ou de la chirurgie cœlioscopique. Sur le plan de la partie robotique, nous sommes un centre de référence européen pour Da Vinci, et nous avons 2 robots Da Vinci et une console de simulation. Nous avons des pelvitraîneurs dans la partie centrale, et sur le côté gauche, nous avons la salle de simulation dont vous a parlé Daniel Benchimol, avec de quoi simuler la salle d'opération et la salle de débriefing à côté, mais séparées. Ce qui se passe dans la salle d'opération étant retransmis par caméra télévisée dans la salle de débriefing au fur et à mesure. On voit ici la progression de l'école. Il y a une petite chute il y a 2 ans parce que nous avons voulu réduire le nombre de participants pour être encore plus à leur présence, et puis on est remonté un petit peu, on pense qu'on est à l'équilibre par rapport au budget que nous avons, par rapport aux surfaces que nous avons, peut-être pas, on pourrait faire plus, mais par rapport au personnel mis à disposition, oui. On sait très bien que si on augmente le nombre de cours, et c'est très facile, au même nombre de personnel, on va dégrader la qualité de la formation. Donc il y a eu 159 cours en 2001, 307 enseignants participent à la formation venus de France ou de l'étranger. 50% des participants au cours sont des étrangers venus de plus de 60 pays différents, et tous ont un niveau confirmé. Nous ne prenons pas d'élèves, je dirais, au premier niveau, sauf pour une formation à Paris-Descartes, le cours optionnel intitulé « Être chirurgien », que je fais au D2, D3. Et on les forme de façon pratique à l'école. Ils viennent faire du pelvitraîneur, ils viennent faire une néphrectomie cœlioscopique, et on les met au robot. Ils passent toute la journée, et c'est à ce moment-là que l'on voit s'ils sont mûrs ou pas, c'est-à-dire en 3e et 4e année. 3e et 4e année. Sur les 50 que nous prenons, 5% nous disent « Monsieur, j'ai compris, il ne faut pas que je fasse ce métier ». C'est ceux-là qu'il fallait détecter. Il faut les détecter très tôt. Et 10% vous disent « Ah, monsieur », ou vous disent « Elle », ou plus qu'ils, ils sont quasiment plus de filles que d'hommes aujourd'hui, « Monsieur, j'étais pas sûr, mais je veux y aller ». Donc, c'est à ce moment-là, je pense, que les choses se décident. On décide beaucoup trop tard d'être chirurgien. Ensuite, parmi ceux qui ont dit oui, celles et ceux qui ont dit oui, il faudra savoir s'ils ont la capacité. Mais au moins, on a déjà ce premier engagement. Je ne veux plus y aller, c'est vraiment pas fait pour moi. Ou au contraire, je suis prêt à foncer parce que c'est vraiment ce qu'il me faut.
Les partenaires sont l'Université Paris Descartes, bien sûr, l'Université Paris Diderot avec qui nous travaillons, Paris 7, l'école du Val-de-Grâce avec qui nous sommes un contrat avec les militaires pour assurer un certain nombre de formations, notamment sur la robotique et le retard entre l'effecteur et celui qui manipule et le robot qui peut être embarqué. L'école des hautes études en santé publique, nous formons toutes les promotions depuis 4 ans des jeunes futurs directeurs de CH et de CHU qui viennent se former en pratique aussi. On leur met bavette, casaque, on leur fait faire de la simulation chirurgicale pour qu'ils apprennent un petit peu la réalité du métier de chirurgien et ça se passe très bien. Nous avons aussi un contrat avec l'assurance maladie. Nous formons les médecins conseils à la chirurgie parce qu'on décline la chirurgie aux chirurgiens, mais on n'a pas l'habitude d'aller décliner aux autres. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir la chirurgie à tout ce qui est autour. Enfin, nous sommes en relation avec les Prusses. Nous faisons partie de les Prusses. Et puis, nous avons un certain nombre de partenaires industriels. Je rejoins ce qu'ont dit Daniel Benchimol et Jacques Maresco. Les industriels, ce n'est pas cochon. Et aujourd'hui, dans l'atmosphère épouvantable où l'on est, où on ne peut plus serrer la main d'industriel sans avoir la main sale, je pense qu'il faut totalement retourner la situation. Ça suffit, ces histoires de puritanisme. Les industriels font les matériels, à nous de travailler avec eux et directement. Je regrette aussi, comme les deux l'ont fait, que la France ait perdu tous les pans de son industrie. La plus belle erreur ayant été la vente par Alain Gomez en 1986 de la Générale de radiologie à General Electric. Quand on voit qu'effectivement il n'y a plus de chirurgie sans imagerie, quelle belle affaire. Donc nous sommes sous la coupe des Allemands, des Américains et des Japonais. Les formations, mais nous avons des cours de chirurgie, alors je ne vais pas les décliner, vous voyez, il y a toutes sortes de chirurgie, urologique, orthopédique, digestive, scénologie, ORL et autres. Cela est fait donc par petits groupes de 12, 6 tables, 2 chirurgiens par table, pas plus. Surtout pas de masse, et 3 enseignants présents en permanence sous vidéovision et sur place pour assurer la formation. Nous l'avons aussi, je vous l'ai dit, nous avons des cours théoriques, donc la chirurgie expliquée aux directeurs d'établissements, privés ou publics, des directeurs d'hôpitaux qui viennent, là encore. La formation des symposiums des décideurs pour ceux de l'industrie qui vont avoir à prendre des responsabilités. Nous avons des formations de gestion des risques au bloc opératoire, de la chirurgie expliquée aux oncologues, aux pneumologues, aux radiothérapeutes, de la formation en radioprotection et puis des masterclass infirmières de coordination de bloc. Tout ça fait un espèce de patchwork qui paraît disparate mais qui est bien réuni autour de l'acte chirurgical et de sa spécificité. Enfin, nous participons effectivement à la formation avec les simulateurs. Comme l'a très bien indiqué Daniel Benchimol, nous avons des simulateurs de différentes générations et des modèles jusqu'aux modèles les plus intelligents qui permettent, en termes d'acte chirurgical, de recréer la salle d'opération et de pouvoir y développer l'accident, l'arrêt cardiaque brutal, l'hémorragie grave, l'hémorragie de la délivrance. Et nous le faisons sur place et nous avons surtout une équipe mobile qui va dans les hôpitaux et les cliniques former dans leur lieu de travail les équipes chirurgicales et anesthésiques. Et cette formation in situ est tout à fait impressionnante parce que vous êtes dans votre ergonomie de salle, vous savez où sont les fluides, vous savez où sont vos matériels, et on vient apporter le drame. Et ça choque encore plus quand on voit comment ça se passe. Et on fédère notablement les équipes quand on est dans leur lieu de travail. Donc nous avons là cette semaine 2 camions en France qui se promènent pour aller former avec tout le matériel embarqué, les mannequins, de quoi faire la vidéovision dans la salle de débriefing à distance, ce qui est un peu lourd, mais qui permet quand même une bonne interaction des acteurs sur leur lieu de travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà l'école, elle est donc, elle tourne. Elle est autonome. Son financement est actuellement, il a fallu 300 000 € au départ de mise pour refaire tous les locaux. Et actuellement, son budget annuel est d'1 500 000 € et qu'il faut tenir à la main et tous les jours pour essayer de trouver l'argent. Effectivement, ce n'est pas de l'argent public parce que le public ne donne rien, quasiment rien. Et donc, on a affaire à appel. Les hôpitaux payent pour les formations quand ils envoient leurs chirurgiens, les cliniques payent un petit peu aussi, et les industriels participent largement dans une collaboration qui est tout à fait, je dirais, à la fois étroite et régulière. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Merci Guy Valencien pour cet aspect des écoles de chirurgie. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions ? Juste une question. C'est la seule école en France où il y a une formation robotique ? Oui, en fait, on est centre de référence. Je vais demander à Jacques. Je ne sais pas s'il a un robot. Il a un simulateur. Je ne suis pas sûr s'il a un robot. Il est là, Jacques. Tu es là ? Pardon, on ne vous entend pas. Ah, pardon. Je croyais que Jacques était parti.
Oui. Non, il n'est pas là. Non, il est parti. Il a un simulateur et il a pas. Je ne pense pas qu'il ait de robot. Le robot est sur site hospitalier, il a un simulateur. C'est ça. Et là, on a 2 robots. Voilà. Un enseignement universitaire, C'est ça. un diplôme universitaire Voilà. avec Nice et Lyon. Parce que finalement, si on veut se former au robot en France, comment on fait? Ben, les gens passent, les gens viennent. Ah, je crois que vous parliez de Jacques Maresco. Mais vas-y, Jacques. Oui, Jacques. sur Nancy, nous avons eu la chance d'être suivis par la faculté et l'université. Et nous faisons une formation de chirurgie robotique. J'ai déjà eu l'occasion de présenter un petit peu notre expérience lors d'une séance précédente de la compagnie. Nous avons 5 simulateurs mimiques. Et pour l'instant, on n'a pas la chance d'avoir un robot à disposition à l'école de chirurgie, mais Intuitive Surgical nous le met à disposition pendant les 4 semaines de cours annuels. Donc on a des connexions avec différentes structures, notamment américaines, puisqu'ils sont très en avance dans ce domaine-là, et on essaye un petit peu de les suivre. Et dans ce cadre-là, on réfléchit à Paris Descartes avec l'UFR à créer une formation spécifique d'ingénieurs opérateurs, parce qu'on pense que de plus en plus, ce sont ces hommes et ces femmes-là qui seront à intégrer dans les blocs par rapport à la penseuse traditionnelle et qui pourront aller jusqu'à réaliser les actes, ou une partie d'entre eux, en étant certifiés un peu comme les pilotes. Alors on pourra dire c'est plus de la chirurgie, on est formé pour un geste opératoire. C'est comme ça, les pilotes changent, quand ils changent d'avion, ils se reforment. Et donc on va aller vers cela. La chirurgie va en partie disparaître, il faut bien se le mettre dans la tête. Va rester la chirurgie reconstructive et réparatrice, la chirurgie orthopédique probablement en partie, mais le reste, entre tout ce qui va se passer en endoluminal, tout ce qui va se passer, comme l'a montré Jacques Maresco, on est convaincu que des pans entiers de la chirurgie vont disparaître au profit de l'ingénierie chirurgicale, de la machine qui fera le travail. Il faudra bien des contrôleurs, mais je pense qu'on ira jusqu'à ce que l'ordonnateur, le prescripteur, ne soit plus l'effecteur. C'est un changement radical dans notre concept de la chirurgie de demain. Merci infiniment pour cette présentation extrêmement motivante de ces 2 grandes écoles modernes de chirurgie. Alors mes questions seraient les suivantes. Premièrement, j'étais sensible à la mention faite par l'orateur précédent sur les temps de récupération qui enlèveraient sur 4 années d'internat 1 année de formation. Je crois volontiers qu'il a raison. Et que, justement, ces présentations récupèrent cette situation dans la mesure où l'interne qui est en repos de sécurité n'est absolument pas interdit, comme il allait auparavant au fer à moulin, lire ou pratiquer, d'aller dans ces écoles de chirurgie. C'est donc un moyen cohérent et non détourné de récupérer cette perte cruelle de formation dans la modernité de l'enseignement de la chirurgie. La deuxième question est effectivement en termes de frais, de coûts. Faut-il que la participation gratuite soit tout à fait une règle quand on sait le danger de la gratuité en toutes circonstances de formation? Et deuxièmement, ne faut-il pas, au niveau du développement professionnel continu, les internes sont des salariés, les chefs de clinique sont des salariés, il y a une participation entre 0,5 et 0,75% qui doit être des fonds dévolus par le système des ODP-CA et des organismes collecteurs de fonds de formation. Donc n'y a-t-il pas des interventions publiques à faire pour que les abondements en fonds viennent aussi de ces financements-là? Alors, je suis complètement d'accord. Sur le plan du financement, les enseignants sont payés. Parce qu'on ne peut pas évaluer et virer quelqu'un qui le fait gratuitement. Parce qu'il te dit, vieux, tu comprends, je viens pour toi, merci. Donc nos enseignants sont payés à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, c'est logique. Quant aux enseignés, lorsque pendant 2 ans, j'ai fait payer les étudiants de Paris Descartes pour leur formation pratique. Pas un n'a moufté. Ils ont tous fait leur chèque tant ils étaient contents. J'en ai parlé au doyen Berche et à notre président à l'époque, Axel Kahn. Ils m'ont dit, mais arrête, tu vas nous mettre le feu. Donc cette espèce de vision d'un enseignement gratuit pour tous qui sélectionne par l'échec en France, c'est dramatique, dramatique. Les étudiants sont prêts à payer parce qu'ils savent que ça va leur servir. Donc, et ils sont prêts à payer parfois des bonnes sommes pour cela. Donc on y aille, mais les doyens ne sont pas mûrs là-dessus. Pas mûrs. Oui, Guy Valencien sait combien le mot qu'il employait tout à l'heure d'ingénieur de santé ne peut pas ne pas émouvoir ceux qui ont appris ce métier, même si à un moment donné, il a fallu bien sûr prendre le virage de la chirurgie mini-invasive. Et ça, bon, il y a une question dont on ne parle jamais d'ailleurs à propos de chirurgie robotique,
c'est du problème de l'anesthésie, parce que ces malades qui vont être opérés par le robot, ils sont quand même endormis. Or, je me souviens bien, à l'occasion du séminaire que nous avons tenu à Scipion, nous avons eu le témoignage d'un médecin anesthésiste qui était resté 1 an aux États-Unis et qui nous a bien montré que opérer un malade par robot, en sachant que la durée opératoire, pas dans toutes les interventions, mais était quand même sensiblement supérieure à la chirurgie dite mini-invasive endoscopique. Je suis désolé, il nous a dit ça. Donc c'est un témoignage. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait effectivement des témoignages qui montrent qu'il y a un partenaire qui reste alors sur le terrain. En la matière, c'est le médecin anesthésiste. Et quels sont les problèmes que pose, de ce point de vue, l'organisation de cette nouvelle chirurgie par ingénieur de santé. Mais Chérif, c'est pas l'anesthésiste. L'anesthésiste, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est l'IAD qui est là en permanence. On le voit bien, les anesthésistes. Non, mais je n'ai pas de critique, on ne va pas recommencer l'ancienne sur la. Mais c'est comme ça que ça se passe. En plus, la chirurgie célioscopique, la chirurgie mini-invasive, même par robot, est moins agressive. Il y a le décollage qui demande du personnel. Quand on est à 10 000 mètres, il y a besoin de personne. Il n'y a même plus besoin de penseuse. On pourrait avoir un petit robot qui vous délivre éventuellement la suture comme ça. Et ensuite, il y a l'atterrissage qui redemande un peu de personnel. Or, les blocs ne savent pas s'organiser comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit la circulante, monsieur, je suis dans la salle, je n'en sors pas. Pour des raisons de pseudo-hygiène. Donc, on pompe un personnel considérable à ne rien faire au bloc. C'est comme ça. Et donc l'anesthésie n'est pas plus dangereuse, elle n'est pas plus lourde, elle est même peut-être moins lourde en célioscopie. Et le temps opératoire, même en robotique aujourd'hui, on va aujourd'hui plus vite, nous, en robot qu'en chirurgie célioscopique. Oui, je voudrais confirmer ce qu'a dit Guy. Actuellement, par exemple, à la Pitié, on fait 3 prostatectomies ou 3 chirurgies conservatrices du rein par vacation opératoire, alors qu'au départ, les anesthésistes disaient « faut en faire un et pas plus ». Maintenant, le temps chirurgical de toutes les interventions en urologie, mais c'est vrai dans d'autres spécialités, à partir du moment où la chirurgie robotique s'est développée, et ça a été le même problème dans la chirurgie célioscopique au départ, où les premières célioscopies ont duré beaucoup plus longtemps que les chirurgies ouvertes. Actuellement, les prostatectomies robots mettent 2 fois moins de temps que les prostatectomies chirurgicales ouvertes. Et c'est plus le problème vraiment de temps. Un tout petit commentaire venu de la Haute Autorité de Santé. Pour le moment, il n'y a aucune, zéro étude scientifique prouvant l'intérêt et l'avantage du robot, je suis tout à fait d'accord avec toi, par rapport à la céliо. Et quand vous discutez avec la boîte intuitive, les types vous disent il vaut mieux qu'on fasse de la pub pour faire, ça c'est un exemple très précis, pour mettre en concurrence privé-public, mais il n'y a pas d'étude. Il y a un STIC qui est peut-être en cours, il y a un PHRC, oui, mais pour le moment, rien n'est sorti. Et nous, quand on nous demande une évaluation, on est incapable de dire quoi que ce soit, puisqu'il n'y a vraiment aucune étude en dehors des sentiments personnels qu'on a, qui sont peut-être particuliers. Oui, mais c'est presque trop tard. Le pli est pris, et quand on voit les équipes qui en font, aucune ne revient en arrière. Quand tu ne fais pas bien, tu arrêtes. Aucune n'est revenue en arrière. Toutes les équipes qui se sont embarquées dans la robotique ont continué à la développer. Donc les protocoles vont être trop tardifs.